Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Merci de cet accueil. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour cette cité magnifique sur le partage cette année et ce débat de clôture de cette cité 2012 avec, et je vais vous demander de les accueillir, Joël de René, Jacques Attali, Thierry Deray et Odon Vallée, s'il vous plaît. Vous voyez, messieurs, que c'est tout à la fois le partage du bonheur d'être ici qui vient d'être exprimé, mais aussi une exigence. Il va falloir, pendant cette heure et demie, répondre à cette question. Qu'est-ce que le partage? Alors, permettez-moi tout de même, bien sûr, on ne présente pas ni l'entreprise de Thierry Deray, la MAF, ni Covea, ni les personnages qui sont autour de cette table, mais par correction, un petit rappel tout de même. Ce sont à la fois nos invités, les invités de ce débat, des philosophes, philosophe et scientifique, philosophe et homme d'État, à un moment de sa carrière, peut-être à nouveau,
et spécialiste de l'économie, philosophe et spécialiste des religions, philosophe peut-être praticien dans l'entreprise, et un chef d'entreprise, Thierry Deray, donc patron de Covea. Écrivain, je le disais, puisque Jacques Attali vient de publier une biographie de Diderot, Diderot ou le bonheur de penser. On reviendra notamment à travers ce livre, Les enfants du miracle, sur l'action de Don Valet, qui, peut-être qu'il n'aime pas qu'on le formule comme ça, mais aime partager, s'il en est, puisque un jour il a reçu une fortune dans sa vie et il a décidé de la partager avec des jeunes dans le monde entier pour les aider, dans des endroits où ce n'était pas forcément automatique ou simple, à accéder à la connaissance, au savoir. Et puis, Joël de René, depuis que je sais qu'il a appris à surfer à Catherine Deneuve, c'est authentique, c'était en 64, c'était pas une star à l'époque, et depuis qu'il nous dit, et il vient de publier Surfer la vie, vous voyez, voilà, que surfer pour lui est devenu essentiel. On ne doit pas le présenter uniquement comme un scientifique, comme un des grands promoteurs de la Cité des Sciences à Paris, vous le savez bien, comme l'homme bionique qu'il espère que nous allons tous devenir. Non, non, surfer. Il fallait qu'on rappelle qu'il est surfeur. Il va nous dire pourquoi dans un instant. Alors, qu'est-ce que le partage? Dans ce mot partage, il y a un peu le meilleur et le pire. C'est à la fois... partager la vie de quelqu'un, c'est formidable. Donc on peut, d'abord, de quoi parle-t-on? L'immatériel, les biens matériels, on va y revenir avec vous, mais pas uniquement. Il faut des valeurs peut-être pour organiser ça. Mais de quoi parle-t-on en effet? Et puis il y a aussi la partition, la division, on se divise. J'ai trouvé cette citation de Voltaire, unis pour le butin et divisés au partage. Ouais, on se fait la guerre déjà quand on a combattu ensemble, quand il s'agit de partager. Alors, il y a tout dans ce mot, mais qu'est-ce que c'est partager? Comment l'aborde-t-on? Thierry Deray, si vous voulez bien, du point de vue de l'entreprise, on pourrait considérer qu'une mutuelle, c'est le partage dans l'entreprise, dans l'économie. C'est le partage fait business, en quelque sorte. Alors, on l'applique avec cynisme ou pas, et on en vient aux valeurs. Mais comment aborde-t-on la question du partage quand on est un patron? Est-ce que ce n'est pas l'endroit où c'est le plus difficile aujourd'hui de partager l'économie, et ici, dans ce pays? Alors, je pense que d'abord, quand on est un patron, on a le droit, même si c'est un droit qui nous est chichement compté, de réfléchir et de chercher à comprendre pourquoi, grand Dieu, pourquoi il est si difficile de partager. Le moyen le plus simple, c'est sans doute de se pencher sur les origines du partage. Je rappelle succinctement l'histoire. Les dieux existent déjà. Les races mortelles n'ont pas encore été créées, mais le destin a sonné pour que soient créées les races mortelles. Les dieux façonnent les mortels. Et puis, en vertu d'un principe qui fera fortune en droit, qui s'appelle de minimis non curat praetor, les dieux concèdent à deux titans le soin de partager. Et les deux frères, qui s'entendent bien, Épiméthée et Prométhée, vont se mettre d'accord pour que Épiméthée organise ce partage. Et la distribution commence. À l'un, la course rapide, à l'autre, la force, à l'un, les cornes, à l'autre, les crocs, à d'autres encore, la carapace, enfin, des ailes pour pouvoir s'échapper plus facilement de la tentative des prédateurs. Et puis, Épiméthée est assez content de lui. En cela, il pourrait faire un patron. Et son travail achevé, il s'aperçoit que malheureusement, il y a un laissé pour compte, une créature à laquelle ni plumes, ni dents, ni griffes, ni crocs, ni cornes, ni carapace n'ont été dévolues. Cette créature, c'est l'homme. Et vous voyez sous quel saut tragique commence notre destin. Ça commence toujours comme ça, les séminaires de cadre supérieur Tout à fait. Chez Covea? Tout à fait. Tout à fait. Et comment ça, cette particularité de l'homme, on essaye de la circonvenir pour rendre une économie solidaire et
et insuffler le partage comme un moyen de gagner sa vie quand même. J'allais presque y venir. Et donc, Prométhée, puisque c'est un de nos employés, est sollicité. Et Prométhée va aller dérober le feu. Et grâce à Prométhée, nous sommes aujourd'hui au chaud, tranquillement, à pouvoir réfléchir dans cette salle. Un petit moment d'étymologie. Prométhée, c'est celui qui pense avant. Épiméthée, c'est celui qui pense après. Alors, on peut commencer à filer la métaphore. Par exemple, sur ce qui concerne l'état de l'Europe, certains iraient assez commodément imaginer que Prométhée serait plutôt du côté de l'Allemagne pour avoir mis en œuvre toute une série de réformes et qu'Épiméthée serait plutôt du côté de la France pour avoir omis quelques-unes des réformes. Voilà, cher ami, je commence à voir où vous voulez en venir. Comment nous lançons les séminaires au sein de Covea en se disant que plus nous partirons de loin, c'est-à-dire en gros la création des espèces, plus nous irons loin. Et habitués que nous sommes à compter sur nos ressources, habitués aussi que nous sommes à rechercher des moyens pour contourner les difficultés, nous espérons que la MAF et l'ensemble de Covea sera plutôt du côté de Prométhée que du côté d'Épiméthée. Bon, mais alors concrètement, aujourd'hui, je repose ma question. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de partager dans vos obstacles aujourd'hui? On parle de compétitivité, par exemple. Je ne veux pas qu'on parte sur un débat sur la compétitivité alors qu'on est là pour partager. Mais certains chefs d'entreprise qui sont très exigeants à cet égard en France, c'est peut-être une question qu'on pourra poser à Jacques Attali, nous disent que pour partager, on partage trop dans ce pays, par exemple, économiquement. On partage avant même d'avoir créé les richesses. C'est un point de vue. Il est par hypothèse respectable. La vraie question, c'est celle que Voltaire a posée, c'est quand il y a du profit, quelle est la clé juste de répartition de ce profit? Quand il n'y a pas de profit, la question paraît au premier coup d'œil réglée. En vérité, elle ne l'est pas tout à fait, car vous aurez observé qu'il y a beaucoup moins de volontaires pour partager les pertes que pour partager les profits. De même que, dans un balancement harmonieux, il y a beaucoup de gens pour partager le pouvoir, sans le définir d'ailleurs, quand il s'agit de l'exercer, mais beaucoup moins de gens pour partager la responsabilité quand le pouvoir a été exercé. Donc, je ne suis pas certain que le partage nécessite des niveaux de profit qui soient exubérants. Ce à quoi, je pense, l'économie notamment mondiale, a été malheureusement habituée, ce sont des niveaux de profit qui sont déraisonnables. Je ne vais pas remonter très loin dans le temps, mais il y a encore 6-7 ans, certaines entreprises, notamment dans le monde financier, se fixaient un objectif de retour sur fonds propres de 25%. 25%. Alors que dans le même temps, la croissance mondiale allait qu'à un quart, aux environs de 4 à 5%. On avait quitté le terrain de la raison. Et mon sentiment, c'est que si aujourd'hui certains sont meurtris, estiment difficile l'exercice du partage, c'est tout simplement parce qu'on avait perdu de vue le champ de la raison. La raison, c'est que d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, notre sort, notre capacité à générer du profit, elle est liée tout simplement à la prospérité de l'économie. Donc, on a vécu pendant un certain nombre d'années une période d'artifice. Ces artifices nous ont rattrapés. Et aujourd'hui, deux attitudes possibles. Soit on considère qu'effectivement, ce caractère artificiel devait trouver un terme, soit on considère que ce caractère artificiel, il a été un moment de l'histoire et qu'on va le regretter ad vitam aeternam. Nous faisons partie, dans l'économie sociale, dans les mutuelles, des outils qui ont certainement le plus de facilité pour ne pas exprimer un regret qui soit un regret durable. Nous avons maintenu des niveaux de profit qui étaient, entre guillemets, raisonnables. C'est quoi? Je pense que c'est le chemin. C'est 5, c'est quoi? À peine, 4, 5. Oui. Et on gagne sa vie avec ça quand même. On paye ses salariés, on rembourse ses assurés, on paye les rentes, on sert les victimes de nos assurés et on vit. On fait même un petit excédent qu'on met de côté pour les mauvaises années.
voilà, comme dirait un paysan prudent, que demander de plus? Jacques Attali, c'est son métier à Thierry Deray de faire du partage, de mettre au sens du partage, de mettre en commun. Je posais la question, de quoi parle-t-on? Cette idée, vous, c'est un peu votre métier aussi de partager, parce que Planète Finance, vous faites partie de ceux qui considèrent, avec le prix Nobel Yunus, qu'au fond, on peut organiser le partage pour qu'il rapporte. C'est pas exactement ça. D'abord, partager, ça dépend de quoi on parle. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Par exemple, les places dans cette salle, elles sont limitées. Donc, il y a des procédures pour savoir qui a le droit d'entrer ou pas. C'est le copinage, c'est le tirage au sort. D'ailleurs, les 2 prix Nobel d'économie de cette année sont justement sur cette question de comment répartir des biens très rares, les places dans les universités, et ils ont fait un travail très intéressant sur les dons d'organes. Donc, il y a des choses extrêmement rares qu'on ne peut pas partager parce qu'on peut couper un organe en 50. Il y a des choses, en effet, qu'on doit partager parce qu'elles sont rares et qu'elles méritent de l'être pour des raisons de justice. Par exemple, si je vous donne si j'ai un verre d'eau et que j'en ai trop pour moi, je peux le partager. Et ça, c'est le partage de la rareté quand il est nécessaire. Mais vous avez pris l'exemple d'une des multiples sources de la pensée occidentale, qui est la pensée grecque. Permettez-moi d'en prendre une autre, qui est la pensée juive. Dans la pensée juive, la pensée du partage est totalement différente de celle que vous avez dite. On dit, ça a été dit en particulier par Maïmonide, qu'il y a 8 niveaux dans le rapport à l'autre, le rapport du partage, de la charité. Le premier niveau, c'est de donner ostensiblement à quelqu'un, devant tout le monde, de façon à se faire voir. Le deuxième, je ne vais pas passer les 8 en revue, mais le deuxième, c'est de le donner de façon plus discrète. Le 7e, pour sauter plus vite, c'est de prêter à l'autre les moyens de réussir sa propre entreprise. Et le 8e, qui est le meilleur, le plus élevé de tous, c'est d'associer l'autre à ses propres affaires. C'est-à-dire d'avoir un sentiment de communauté de destin. Et je crois que c'est toute l'idée, je crois, de ce qui est en train d'arriver dans le monde moderne. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'un verre d'eau en disant, je peux partager un verre d'eau, mais si je partage un verre d'eau, j'en ai plus que la moitié. C'est comme l'idée de partager un manteau. C'est absurde, partager un manteau. Si on partage un manteau, tous les deux vont avoir froid. C'est comme l'idée aussi très limitée qui consiste à dire, si vous n'avez pas un poisson, il faut mieux apprendre à pêcher que de donner un poisson. Oui, mais si vous apprenez à pêcher et que vous n'avez pas les moyens d'acheter une canne à pêche ou un filet, vous allez nulle part. Donc en réalité, le vrai partage, c'est le partage du savoir, parce que quand je partage le savoir, je ne me prive pas. Si je vous donne une idée, je l'ai encore. Si je vous donne un verre d'eau, je ne l'ai plus. Et c'est ça la grandeur de l'économie nouvelle dans laquelle on entre. Le basculement d'une économie de l'énergie, de la rareté, à une économie de l'information, de l'abondance absolue, c'est de donner à l'autre les moyens de ne pas avoir besoin de moi. Et c'est ce que nous faisons en effet dans la microfinance, qui est un exemple parmi d'autres, mais c'est ce qu'on fait dans le peer-to-peer, c'est ce qu'on fait dans l'économie d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'altruisme intéressé, créer les conditions pour que l'autre n'ait pas besoin de moi. Vous parlez comme si on était passé à ce stade, et vous êtes bien placé, vous nous l'avez raconté, vous nous avez annoncé la crise qu'on vit depuis quelques années, depuis 2008 au moins, vous l'avez écrit. Vous parlez aujourd'hui avec un optimisme de bon aloi, et je dirais très... Non, je dis... qui vous sied pas. Non. Vous voulez me mettre dans l'image du pessimiste de nature? Non, mais j'arrive pas à croire que ça y est, on serait entré dans cette ère de bonheur, non, je dis du partage absolu. Je dis que si on en reste à la seule idée du partage de la rareté, on n'y arrivera jamais. Qu'évidemment, vous avez eu raison d'insister sur les scandaleux comportements des financiers dans les années récentes qui ont conduit à des inégalités extraordinaires qu'il convient de remettre en œuvre et de remettre en cause. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas la solution du problème. La solution du problème, c'est de créer davantage de ressources, davantage de richesses. La solution au problème de l'insuffisance de l'énergie, ce n'est pas seulement de la partager mieux, c'est d'en trouver d'autres et de faire des économies d'énergie, d'avoir un remplacement d'une énergie par des économies d'énergie, par une gestion rationnelle et intelligente de l'efficacité énergétique. C'est donc à chaque fois trouver une solution qui n'est pas dans le partage de la rareté, mais qui est dans le dépassement de la rareté. Si je peux prendre deux autres réflexions, encore une réflexion biblique. Dans la Bible, il est dit à un certain moment dans un texte qui s'appelle Coëlette, l'Ecclésiaste,
rien de nouveau sous le soleil. Et beaucoup de gens réfléchissent, on a comment ça se fait, rien de nouveau sous le soleil, tout doit se répéter tout le temps. Un des talmudistes que j'aime beaucoup répond, c'est pas vrai du tout. En effet, rien de nouveau sous le soleil, parce que le nouveau, il est au-dessus du soleil. Autrement dit, quand on est confronté à un problème, la solution, elle n'est pas interne au problème, elle est de sortir du problème. En termes de rareté, tous les pays, toutes les nations qui ont réussi à sortir d'un problème de rareté, comme tous les individus qui ont sorti un problème de rareté, ils ont réussi non pas en cherchant à partager mieux, ils ont réussi en trouvant une façon de dépasser le problème de rareté. Les Hollandais n'avaient pas assez de terre pour nourrir leur population, ils ont cessé de cultiver du céréal pour cultiver des plantes colorantes, faire des tissus de haute valeur ajoutée et acheter la céréale. Et je pourrais vous donner 10 exemples de ce genre. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation. Ce n'est pas dans le partage qui correspond à quelque chose qui est instantané, nécessaire. Ce n'est pas là-dedans seulement que se trouve la solution, c'est dans le dépassement, dans la recherche de richesses nouvelles. Et cette recherche de richesses nouvelles, elle vient dans la seule chose qui mérite d'être partagée. Parce que la vraie rareté, je vais terminer là-dessus, la seule chose vraiment rare, c'est le temps. Je ne peux pas vous vendre mon temps, puisque je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, et puis même si je le savais, je ne peux pas vous donner ou vous vendre mon temps. La seule chose qu'on puisse faire avec le temps, c'est le partager. Et c'est pourquoi ça a tellement de valeur de se retrouver ensemble. Parce que c'est du temps vécu ensemble. Et ça, c'est le seul partage qui a du sens, parce qu'il permet de créer des choses nouvelles ensemble. C'est un peu le point 8. Exactement. Joël de René, vous n'êtes pas si loin de Jacques Attali, dans l'idée qu'on va vers une société, vous appelez ça la société fluide, vous allez nous expliquer, où on va organiser autrement le partage. D'abord, je vous fais une confidence, c'est que je crois vraiment au partage. Ce n'est pas une vision optimiste, c'est une vision pragmatique et réaliste. Mais avant de savoir qu'est-ce qu'on va partager, je pense qu'il faut aussi se poser la question de comment on partage et dans quelles conditions on partage. Un pays totalitaire, une dictature, même nos régimes démocratiques très centralisés, très pyramidaux, est-ce que le partage est de même? Je ne pense pas. Traditionnellement, dans les tribus, dans les familles, le partage est une question de survie. Mais si je prends 4 éléments de nos sociétés, le pouvoir, l'argent, l'information et l'énergie, dont on vient de parler, dans nos sociétés actuelles, est-ce qu'on partage vraiment le pouvoir? Non, on dit le pouvoir ne se partage pas. D'ailleurs, le pouvoir cherche à diviser pour mieux régner. On se bat les uns contre les autres. Est-ce qu'on partage l'argent? Non, les parts, on partage au sens partition. Il y a une part et quelqu'un râle parce qu'il a une part plus petite que l'autre. Et même quand on paye les impôts, il y a des parts. Et vis-à-vis de l'information, les entreprises qui se font concurrence, qui sont en compétition les unes avec les autres, elles gardent leurs secrets, elles gardent leurs brevets. Elles sont dans un rapport de force et l'escalade permet de s'informer sur les autres et les espionner. Et est-ce qu'on partage l'énergie? Non. En tout cas, en France, on est soumis à 2 pyramides de pouvoir absolument colossales. La première, c'est les énergies fossiles, la seconde, les énergies nucléaires. Et nous, on ne peut jouer aucun rôle dedans. Alors, est-ce qu'il y a des réponses à ça? Et là, je vais vous parler d'une expérience que vous avez mentionnée tout à l'heure, une expérience de scientifique, une expérience de surfeur et une expérience de prospectiviste. Le scientifique, depuis des années que je vois évoluer la science, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la science et la société s'est fondée sur 2 paramètres fondamentaux. C'est l'élément et la force. L'élément, ça peut être la particule élémentaire, ça peut être un individu dans un marché. Et la force, c'est la force magnétique, mais aussi la force des partis politiques entre eux. C'est l'énergie. Et qu'est-ce qu'on voit émerger, nous les scientifiques? On voit émerger, à côté de l'élément et à côté de la force, on voit émerger le lien et le flux. Le lien, c'est le lien Internet, le lien URL, le lien social, le lien humain. Et le flux, c'est un échange respectueux des autres parce qu'on a de l'information. Alors, justement, reprenons les 4 exemples. Celui du pouvoir, celui de l'argent, celui de l'information et celui de l'énergie. Oui, dans une société fluide que je décris en m'inspirant du surfeur. Parce que le surfeur, c'est un des seuls sports qui se pratique sur une surface qui se modifie sous lui. Donc il doit anticiper, il doit s'adapter, il est dans l'aléatoire et le discontinu. Et de ça, le prospectiviste en a fait l'avancée vers ce que j'appelle la société fluide, c'est-à-dire une société du partage et une société de la transversalité du pouvoir et une société même de la solidarité. Donc les 4 éléments, pouvoir, argent, information, énergie, dans cette société-là, est-ce que c'est possible? Oui,
Le pouvoir, on peut le partager. Le pouvoir transversal, le pouvoir en réseau, le pouvoir alternatif, d'une part. Deuxièmement, l'argent, on peut le partager. Microfinance, une donation entre époux, une donation partage avec ses enfants. Le crowdfunding, je m'excuse du terme, le crowdfunding en anglais, ça veut dire que des gens donnent de l'argent pour des startups. Ils en espèrent pas immédiatement un retour, mais ils donnent de l'argent parce qu'ils croient à l'économie d'Internet. D'autre part, l'information. Eh bien, l'information, on la partage constamment. Nous, les scientifiques, on passe notre temps à partager de l'information parce qu'on en reçoit en notoriété et en compétence. On est reconnu, donc ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une rémunération. Et enfin, l'énergie. L'énergie, c'est très simple à réfléchir. Dès le moment où, grâce aux énergies renouvelables, et même au mix des énergies renouvelables entre elles, il y a 12 énergies renouvelables. Je ne les décris pas toutes, il y en a 12, pas 3. Grâce à ce mix, dès le moment où les bâtiments, comme le disent aujourd'hui les architectes, et les villes vont être à énergie positive, c'est-à-dire qu'elles vont fabriquer plus d'énergie qu'elles en consomment, le partage devient possible. Énergie positive égale partage. Partage grâce à une grille intelligente qu'on appelle une smart grid, c'est-à-dire une grille qui tient compte de l'offre, de la demande, de l'été, de l'hiver, du jour et de la nuit. Donc, grâce à ces partages, dans cette société fluide, on peut aller vers une démocratie énergétique, qui est un changement fondamental à partir du partage, et on peut aller vers des sociétés de la connaissance, comme le disait Jacques, plutôt que des sociétés purement matérielles, de la consommation matérielle. Je brûle évidemment de faire une objection, de vous relancer, mais je veux, donner la parole à Andon Vallée et à la salle dans quelques instants, après le panel des étudiants. Et comme l'a bien souligné Jacques Attali, on a un chrono et il faudra bien quand même à un moment donné s'arrêter. Donc, je ne vous relance pas. Mais Andon Vallée, la société dont parle, ou appelle de ses voeux Joël de René, c'est quand même une société dont on rêve tous de devenir surfeur. Je sais pas si. Or, on démarre pas tous avec les qualités d'un surfeur. Votre approche du partage. Alors d'abord, je n'ai rien partagé, au moins en argent, puisque j'ai donné à la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, l'intégralité du patrimoine que j'avais reçu de mon père, qui était assureur. Donc j'ai rien partagé, j'ai donné l'intégralité. Par contre, c'est un sacré partage, hein. Non, c'est pas un partage. C'est partager, il faut qu'il y ait un morceau de chaque côté. Là, c'est la totalité. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est partager mon expérience. Et là, on vient d'avoir une conversation très intéressante sur le long terme dans l'assurance, puisque moi, quand j'ai donné cette intégralité, il fallait que malgré la crise, ça vive. On vient de retrouver à la Fondation notre niveau de patrimoine de juin 2007, malgré la baisse des marchés. Croyez-moi, c'est une expérience de savoir-faire partagée au profit des étudiants, puisque ce sont eux qui en récoltent l'intégralité. Tout ça, c'est pour donner des bourses à ces jeunes. Voilà, à ces étudiants, c'est eux qui ont l'intégralité de l'usufruit. Moi, je touche 0, mais ça, c'est un partage d'expérience, de savoir-faire que j'ai appris dans le milieu de l'assurance depuis que je suis né. Et dans la crise économique épouvantable que nous avons, c'est de plus en plus difficile. Par contre, je suis partagé. Je suis partagé entre deux auteurs, Claudel et Aragon. Alors, Claudel, dans le partage du Midi, Midi étant l'instant qui sépare la vie de la mort, a dit par l'intermédiaire de son héroïne Mésa, « Je suis sommé de donner en moi-même une chose que je ne connais pas. » Et elle se donne elle-même. Ça, c'est un peu la vision chrétienne des choses, c'est-à-dire je donne parce qu'après Midi, après la mort, il y aura peut-être une vie où je serai récompensé, mais surtout après la mort, il y a une mémoire. Et je pense qu'on donne essentiellement pour l'avenir, un avenir où on sera peut-être encore en vie en ce bas monde, inac lacrimarum vallée, dans cette vallée de larmes, mais pour un avenir plus lent. Là encore, l'assurance m'a appris le long terme, le très long terme. On ne fait rien d'utile sans la durée. Et je suis partagé avec Aragon. Pourquoi Aragon? Il y a ce très beau poème chanté par Jean Ferrat, « J'entends, j'entends. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. » Mais effectivement, vous qui semblez autre moi-même, on ne peut partager que si on a un rapport d'égalité avec l'autre. S'il y a un rapport de supériorité ou d'infériorité, on ne partage rien. Pour ça, je pense qu'il faut une certaine philosophie de la vie, et je pense à celle de Paul Éluard dans ce très beau poème, et le dernier vers est le dernier vers de l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou,
où il évoque la foule immense où l'homme est un ami. Alors, ce que j'ai essayé de faire en aidant des étudiants, béninois, vietnamiens ou parisiens, c'est effectivement une foule immense où l'homme est un ami, c'est-à-dire quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, ce sont des amis entre eux et des amis avec moi. Par exemple, cette année, au Bénin, il y a eu un véritable séisme. Pour la première fois depuis l'indépendance, un jeune béninois, Moubarak Soumanou, a été reçu à l'école polytechnique par la voie des classes préparatoires à Louis le Grand. C'est inimaginable, c'est inouï, mais en même temps, Moubarak s'est fait des amis parce qu'on comprend que même dans un pays très pauvre, même dans un pays où il y a peu de références dans les grandes écoles, on est capable de ça. Et ça rétablit une égalité, une amitié entre les êtres humains, qu'ils viennent d'Asie, qu'ils viennent d'Afrique ou qu'ils viennent de Paris. Alors, merci pour cette introduction. J'ai commencé par une première série de 3-4 questions venant des étudiants. Vous y répondrez à chaque fois de façon synthétique si vous voulez bien. Et puis dans un deuxième temps, peut-être la salle, si vous voulez intervenir aussi sous forme de questions. Monsieur, je vous sens pressé. Quelle école ? Bonjour, alors je m'appelle François, je suis étudiant à Sciences Po. Sciences Po Paris ? Sciences Po Paris. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Ma question concerne cette notion d'altruisme intéressé dont vous avez parlé, monsieur Attali. Peut-on concevoir le partage désintéressé dans une économie de marché, le partage désintéressé, une notion qui peut peut-être se rapprocher de celle de charité ou... Voilà. Je vous remercie. Merci. Mademoiselle. Bonjour. Voilà, ici, ne vous touchez à rien. La régie va s'en occuper formidablement. Allez-y. Bonjour. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nesrine Lou et je suis actuellement en 4e année d'école ingénieure qui s'appelle l'IPSA. D'accord. Et c'est une école d'ingé dont les métiers sont surtout dans l'aéronautique et le spatial. Merci. Alors, ma question concerne aussi Jacques Attali. Vous avez parlé du partage des savoirs. J'aimerais savoir si ce partage a une limite, et si oui, laquelle. Merci. Une limite. Limite. Désintéressé, limite. Alors, on va souffrir que de partager les questions aux autres intervenants aussi, si vous voulez bien. Mademoiselle ou monsieur, allez-y. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je viens de Sciences Po Paris. Ma question s'adresse à tous, mais elle concerne un peu plus particulièrement monsieur Attali, parce que vous avez parlé tout à l'heure... J'arrive pas, hein. Ouais, ok. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de produire plus de richesses à partager dans le monde. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais je me pose une question, comment est-ce qu'on peut partager toujours plus de richesses sans maîtriser au fond la population mondiale et sans maîtriser les demandes en termes d'agriculture, en termes de bois, enfin de ressources naturelles? Est-ce que, au fond, partager demain ne passera pas avant tout par une nécessaire maîtrise de la population mondiale dans son ensemble? Alors, une dernière question, parce que croissance, durabilité, limite, on est un peu dans la même. Allez, allons-y, monsieur. Bonjour, Avner, étudiant à l'école des Ponts et Chaussées. Encore une question pour vous, monsieur Attali. Voilà, dans un contexte de crise financière généralisée, quelle est la différence entre le partage et le don? Le don tel qu'il est, le partage, excusez-moi, tel qu'il est évoqué par les politiques, et le don tel qu'il est perçu par les populations européennes. Merci. Oui, vous savez quoi? Je suis sûr qu'ils sont capables de répondre aussi les autres. Oui, je suis sûr qu'on va leur poser la question. Jacques Attali. Je laisserai la dernière question à Odon Vallée, puis Odon Vallée. Et je suis sûr que Joël et aussi monsieur Doré pourraient aussi répondre aux premières. Oui. Sur la première, l'altruisme est intéressé ou l'altruisme pur? Moi, j'ai toujours pensé dans ma vie personnelle que c'était un immense privilège de pouvoir rendre service. Je l'ai vraiment vécu comme ça et je le vis comme ça. C'est un privilège que d'être en situation de pouvoir rendre service. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de désintéressé. Et d'ailleurs, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits là-dessus, en particulier Adam Smith et puis Diderot, dont je me suis occupé récemment, qui ont montré qu'on a un plaisir infini à être utile. C'est une façon de se réaliser soi-même. Donc,
c'est un altruisme qui n'est en rien véritablement désintéressé, puisqu'on a en soi aussi un bonheur lié à cet altruisme. On ne sort pas de cette dimension-là. Sur ce que vous avez dit sur l'existence de... Sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance du savoir et des limites du savoir, je crois qu'en effet, apprendre, ça suppose de travailler. On ne peut pas, quand je dis qu'il faut partager le savoir, il faut que l'autre, celui qui apprend, fasse l'effort d'eux. Et les limites, c'est évidemment que je ne peux pas vous enseigner la théorie de la relativité si vous n'avez pas fait toutes les bases nécessaires pour accéder à ce savoir. Donc, le partage suppose aussi une sorte de connivence et de mise à niveau de l'autre pour créer les conditions de ce partage. Le partage, c'est aussi créer les conditions pour que l'autre soit en situation de pouvoir recevoir. Et en particulier en matière de connaissances, c'est essentiel. Sur le problème des limites que vous avez évoquées, en particulier de ce qu'à un certain moment, l'abondance infinie n'est pas possible, je pense qu'on en est très loin. Je pense que toute solution en termes de rareté et de partage pur est une erreur. Par exemple, pour l'agriculture, aujourd'hui, on sait très bien que, et la FAO l'a montré, il y a des dizaines d'études là-dessus, qu'à technologie constante, c'est-à-dire en supposant même qu'il n'y a aucun progrès technologique, ce qui est impensable vu l'état des choses, on pourrait nourrir 11 à 12 milliards de personnes sur Terre, à condition de, premièrement, réduire la taille des propriétés, deuxièmement, donner le pouvoir aux paysans, troisièmement, leur donner le savoir qui leur permettrait de cultiver leurs terres, et quatrièmement, de développer des cultures locales et non pas des cultures de taille mondiale. Évidemment, c'est là où le partage renvoie à des problèmes politiques d'organisation de ce partage, mais il n'y a pas de limite. De même, en termes d'énergie, l'efficacité énergétique à ressources d'énergie constantes permettrait d'avoir le même niveau de vie en consommant 30% ou 40% même de moins d'énergie à technologie existante d'économie d'énergie. Donc, le problème ne se pose jamais dans une société humaine qui a encore de plus en plus de moyens d'innover en termes de pur partage. Je dirais d'une façon, presque de façon provocante, penser en termes de partage pur de l'existant, c'est renoncer. C'est renoncer au progrès, c'est renoncer à l'imagination, c'est renoncer à faire des choses ensemble, c'est se contenter d'une situation telle qu'elle est, et c'est au fond une certaine forme de conservatisme. Par exemple, finalement, en inscrivant le principe de précaution dans la Constitution, on s'est tiré une balle dans le pied alors. J'ai dit depuis le premier jour que c'était une erreur monumentale, que culturellement c'était une catastrophe et que ce principe de précaution était une façon de ratifier une société trop prudente. Je me permettrai de m'inscrire un peu en différence de ce que vous avez dit tout à l'heure sur les relations entre la France et l'Allemagne. Je crois au contraire que c'est la France qui est en avance sur l'Allemagne, parce qu'en termes de prévision d'avenir, la France, elle, au moins, a une démographie qui lui assure son renouvellement. Dans 30 ans, il y aura plus de Français que d'Allemands. Pour vous prendre votre métier, dans 30 ans, les Français vont payer les retraites des Allemands si les Allemands ne changent pas. Donc, en termes d'évolution de long terme, je pense que nous n'avons rien à craindre des progrès techniques, au contraire. Évidemment, il faut les gérer de façon démocratique. Si les OGM sont une catastrophe, on finira par le savoir, il faudra les arrêter. Mais dans l'état actuel des choses, le partage, si on se réduit à l'idée de quand il y a une rareté, il faut partager, c'est qu'on a renoncé et qu'on est déjà dans le déclin. Je donnais juste avant un mot sur l'altruisme de Thierry Deray, qui voulait nous... sur le... Je voudrais intervenir sur l'altruisme, sur les limites et sur le principe de précaution. Tout de suite. On est dans l'actualité. Tout de suite. Je donne la parole à Thierry Deray. Sur l'altruisme, vous aviez dit un exemple. Non, je suis venu participer à un débat et je suis, je pense, comme beaucoup dans cette salle, émerveillé par le monde qui nous attend. On va partager, on va être généreux, on va être beau, on va être gentil, les domaines vont se réduire quand ils sont trop grands, ils vont rapetisser. Je voudrais, un peu à l'image du tableau L'école d'Athènes, ramener quelques éléments
d'actualité, quelques éléments factuels dans cette discussion. Pensez à quoi? Est-ce que vous savez quelle est la première mesure que nous, assureurs, avons dû prendre au moment des inondations dénommées tempête Xynthia? La première mesure que nous avons dû prendre, c'est de sécuriser avec des vigiles les périmètres pour que les gens qui étaient victimes du sinistre, de l'inondation, de la tempête, ne soient pas volés. Donc, ce contre quoi on a d'abord dû se protéger, ça n'est pas l'eau qui descendait, ça n'est pas l'eau qui montait par l'inondation, ça n'est pas l'incendie, c'est d'abord les autres êtres humains qui n'avaient, pas tous, mais quand même un nombre suffisant, que pour se lider, que d'exploiter une joyeuse opportunité, à savoir, par hypothèse les sinistrés étant partis au loin de leur habitation, c'était l'occasion d'arrondir sa plotte et d'améliorer ses fins de mois. Alors, j'entends... C'est une façon de répondre sur l'altruisme, c'est clair. J'entends qu'on va partager, le savoir est sans limite, etc., etc. Mais ma question à tous les intervenants, pas simplement à Jacques Attali, je ne veux pas vous mettre seul à contribution, c'est comment est-ce qu'on passe de cet état que nous, sur le terrain, nous constatons, où l'altruisme, malgré tout, atteint assez rapidement ses limites, au monde que vous décrivez, que vous nous présentez. Donc, je suis un peu gêné, si vous voulez, par le côté séraphique de nos discussions. Non, mais... Alors, je me félicite de lui avoir permis de relancer. Aussi, mais je voudrais répondre à l'altruisme, la question sur l'altruisme, la question sur les limites et la question sur le principe de précaution, rapidement, évidemment, à ce stade. La notion d'altruisme intéressé, elle a été tout à fait développée par Robert Axelrod, qui est un grand sociologue de l'économie et de la société du monde en général, avec le principe du win-win, gagnant-gagnant, ou du donnant-donnant. Et je pense que le concevoir sous un angle réciproque, c'est-à-dire que je partage pour recevoir. Partager pour recevoir. Ça, c'est un concept extrêmement important qui est assez bien décrit, notamment dans les entreprises, par le win-win et le donnant-donnant. Les limites. Est-ce que dans le partage, il y a des limites? Je suis assez d'accord avec Jacques pour dire qu'il y a toujours des rebonds derrière pour repartir sur des innovations, etc. Mais attention, le partage de l'information peut conduire à des limites. Pourquoi et comment? Parce que l'information, comme on le dit souvent, c'est un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire que l'information que je vous donne en ce moment que vous recevez, vous la gardez, et moi aussi. Donc il y a un effet catalytique, autocatalytique de l'amplification de l'information dans les réseaux, dans le monde en général. Avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook, avec les blogs, avec les journaux maintenant numérisés, avec les tablettes, etc., la quantité d'informations peut conduire à une limite que j'appelle l'infopollution. L'infopollution, c'est trop d'informations et l'enjeu, le défi, ça va être de rendre cette information pertinente, de faire en sorte que ce qu'on appelle le big data, l'énorme quantité d'informations accumulées par les entreprises ou les organismes publics sur les gens, que ce big data puisse être rendu pertinent de manière à en extraire une information qui donne du sens à la vie, qui donne du sens au travail des gens. Et ça, c'est un problème de limite et je crois qu'on y va avec l'excès d'informations. Principe de précaution, moi je rends complémentaire au principe de précaution le principe d'attrition. Le principe d'attrition, on en parle beaucoup moins. Le principe d'attrition, ça veut dire qu'on connaît les pertes, par exemple dans le domaine militaire, mais on sait qu'on y va parce qu'on va gagner cette colline, on va la prendre, on va perdre 60 hommes, mais on va y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que le principe de précaution, c'est tant que les scientifiques ne nous ont pas dit qu'on pouvait y aller, on n'y va pas, et même ça vient d'en haut, dans une société rigide et pyramidale, on interdit tout, les avions au moment du nuage du volcan. Le principe d'attrition, ça veut dire on ne sait pas tout, mais on y va quand même en partageant les risques. Le bon exemple, c'est un rond-point où on sait qu'on rentre avec la priorité à gauche, on ne rentre pas trop vite, parce que si on rentre trop vite, on sort avec la force centrifuge. Et donc, en respectant sa sécurité, on minimise les risques pour tout le monde. Donc, le principe d'attrition est complémentaire du principe de précaution. Il faut toujours le mettre en avant, sinon le principe de précaution conduit à l'égoïsme. Il conduit, je suis assuré tout risque, donc je m'en fiche, je raye la voiture, ça sera payé, je suis assuré ceci, je suis assuré cela. Le principe d'attrition conduit au contraire à un partage solidaire. Juste un mot. Odon Vallée, Jacques Attali.
en essayant de répondre aussi à l'interpellation. Voilà, Jacques. Très rapidement, en réponse à ce que vous avez dit, M. Deray, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, parce que toute notre conversation était dans le contexte d'un état de droit. C'est-à-dire, on raisonnait jusqu'à présent dans l'idée que nous sommes dans des sociétés qui obéissent à un état de droit, donc il y a un pouvoir politique plutôt démocratique, c'est mieux, mais en tout cas qu'il y a un état de droit qui fait respecter tant le droit de propriété, dont vous avez parlé, que tous les autres droits. Il est évident que si nous basculons dans un univers, et c'est vraisemblablement ce qui est en train d'arriver à l'échelle mondiale, puisqu'on est en train de construire un marché mondial sans état de droit mondial, puisqu'il n'y a pas d'état de droit sans police pour faire respecter l'état de droit. Comme il n'y a pas de police mondiale, il n'y a pas d'état de droit mondial. Il est vraisemblable, en effet, que nous entrons dans un univers où le chacun pour soi va être la règle, où va se développer l'économie criminelle et l'économie illégale et l'économie de... Plus forte que celle des nations et de leurs États. Beaucoup plus forte, beaucoup plus forte. Et en effet, nous avons ce vrai danger, qui n'était pas le sujet de notre conversation, donc je n'ai pas évoqué, mais qui est là. Donc, il est vrai qu'il faut mettre en préalable de toute notre conversation l'importance d'un cadre de droit et de moyens de le faire respecter. Et sinon, en effet, le pire devient possible. On commence à entrer finalement dans la question qui est posée par Thierry Deray, c'est comment ce monde que vous développez, ou ces principes, parce que vous n'y répondez pas tout à fait, Joël, mais je vous redonnerai la parole. Comment passer concrètement à ces exigences? Comment les réaliser? Alors, sur la notion de l'altruisme, il y a quand même des différences considérables entre pays. Aux États-Unis, il n'y a pas d'héritier réservataire. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à une fondation. C'est pourquoi Bill Gates et Warren Buffett ont dit donner 50% de ce que vous avez. C'est totalement impossible en Chine, c'est impensable. C'est pas possible en France si vous avez plus d'un enfant. Donc on donne à qui? On donne à ceux qui manquent de quelque chose, mais on ne donne pas à ses enfants. Et on dit à la limite, je suis un self-made man, ça sera à mon fils ou à ma fille de faire ses preuves. Ça paraît très très bien, sauf que les États-Unis sont une société quand même très inégalitaire. En France, actuellement, on donne énormément à ses enfants. L'altruisme, il est fait de donations, il est fait de donation-partage. Nous sommes un vieux pays de droit romain où le patrimoine doit rester dans une famille, et tout ce qui est don et donation à ses enfants, et donc solidarité familiale, ça marche très fort. En Afrique, c'est rigoureusement l'inverse. On ne donne pas à ses enfants, on donne à ses parents. C'est-à-dire que les parents vivent au crochet des enfants. Ça peut paraître très très bien de s'occuper de ses vieux parents. En même temps, ça a des inconvénients gigantesques quand les enfants ne peuvent plus financer les études parce qu'il faut aider les parents. En ce qui concerne l'Asie, les pays plutôt confucéens comme la Chine, la Corée, le Japon ou le Vietnam, avec un État fort, il y a un vrai altruisme à l'égard de l'échelle nationale. C'est-à-dire, ce sont des pays où l'État est fort, où la nation est forte et où le partage va se faire dans le pays. Tout le monde doit y participer. Mais notez bien qu'en France et en Grande-Bretagne, pendant et après la guerre, le plan Beveridge en 1942 et le plan de mon éminent professeur Pierre Larocque en 1945, on a fait de l'altruisme, on a fait du partage avec la sécurité sociale, parce que ces pays avaient subi de telles épreuves, fait de tels sacrifices, qu'il fallait bien récompenser les survivants et le peuple vaillant. Et je crois qu'en cette période de crise, on va revenir à quelque chose qui ressemble à ce que voulait Lord Beveridge ou Pierre Larocque, c'est-à-dire à une société plus solidaire. On va être obligé d'y revenir. Oui, Joël. Alors, comment y aller, comment faire? Effectivement, c'est un nouveau modèle de société auquel chacun d'entre nous, à nos manières, dans l'entreprise, dans la politique, dans la philosophie, essayons de contribuer. Je décris par exemple une société des richesses partagées, avec justice. Une société de la connaissance partagée pour tous. Une société de l'environnement protégé. Je l'appelle l'éco-société. Et pour le mettre en œuvre, l'écosocialisme. Ce n'est pas un mot comme ça qui sort de ma tête, et d'ailleurs il n'a pas été repris, je l'ai créé en 1975 dans la conclusion de mon livre « Le macroscope ». Ça veut dire une société des richesses partagées, une société des connaissances partagées, une société de l'environnement protégé, où chacun joue son rôle à son niveau. Mais pour ça, il faut que le politique sorte de son règne pyramidal
de décision et de réglementation. Il faut que le politique devienne un accompagnateur, un catalyseur. On le voit avec l'innovation, avec les créations. Tous ces jeunes qui créent des start-up et qui s'en vont à l'étranger parce qu'on leur met tellement de réglementation qu'ils préfèrent s'en aller. Donc le politique doit accompagner, il doit être un catalyseur du changement et pas un réglementaire du changement. Ce que j'adore dans l'esprit scientifique de Joël de René, c'est cette ambition de nous amener tous à être à la fois des génies de la science et des surfeurs. Mais attendez, laissez-moi aller au bout de mon objection. La question posée par Jacques Attali, mais ou Odon Vallée, c'est quand le politique, dans notre société, aujourd'hui en développement, devient de plus en plus un criminel, parce que les états de droit disparaissent. C'est pour ça que les mouvements que l'on voit grâce aux réseaux sociaux, qui d'ailleurs mettent à bas des régimes totalitaires, je ne vais pas parler encore une fois des indignés d'Occupy Wall Street, du printemps érable ou du printemps arabe. D'ailleurs, le printemps érable au Canada a dénoncé la mafia liée au gouvernement canadien. C'est le cas avec la commission qui est en cours. Mais tous ces mouvements, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent quoi? Ils sont en train de montrer que les gens, les jeunes, cette génération Internet, la NetGen ou la génération Y en particulier, communiquant sans arrêt avec les réseaux entre eux et échangeant des propos sur l'avenir du monde et leur capacité à construire le monde, ils n'ont plus confiance dans la démocratie représentative. Certes, elle est encore fondamentale, la pyramide de la représentation, elle est nécessaire, mais ils pensent que beaucoup de représentants sont ou corrompus ou pensent à leur prochaine réélection, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous, et ils prônent une démocratie participative. Encore une fois, ce mot qui fait souvent rire quand il a été prononcé pour les premières fois il y a une quinzaine d'années, la démocratie participative, ça veut dire ce que ça veut dire qu'à tous les niveaux de la société, les gens prennent leur avenir en main et le construisent ensemble, notamment grâce à des réseaux numériques qui existent, mais aussi parce que les gens se parlent. Alors, c'est évident, et c'est le propre de ces débats à la Cité, qu'on part un peu dans tous les sens, mais c'est difficile de partager la parole avec des sommités pareilles. Mais la question, c'est qu'est-ce que le partage? On est revenu à cette question ce soir. Alors, autour de cette question, quelles sont les vôtres? Je voudrais maintenant passer la parole un peu à la salle. Alors, manifestez-vous, ce sera... Il y a de la lumière. Est-ce qu'il y a des... Oui, je vois une question au centre. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît, pour que les hôtesses et la caméra aussi puissent vous passer un micro et qu'on vous entende. Essayons de rester sur notre question. Hein. Qu'est-ce que le partage? Qu'est-ce que cette question vous inspire, monsieur? Alors, merci beaucoup. J'aurais une question qui s'adresse à Jacques Attali, mais également aux trois autres intervenants. Étant le problème du partage, tout le monde est d'accord pour dire que le partage, c'est bien, mais si aujourd'hui le partage ne marche plus, c'est parce qu'il manque le sens du partage. Et si aujourd'hui les gens n'arrivent plus à partager, c'est parce qu'ils n'ont plus d'identité propre et à cause de ça, ils n'ont plus de personnalité. Ils n'arrivent plus à partager. Et au-delà de ça, est-ce que nous ne serions pas en train d'assister à une transition de l'économie qui passe de l'économie libérale à une économie où le lien se perçoive différemment, non pas de sa propre réalisation, mais de sa propre réalisation à travers l'autre. Où en gros, l'idée de sens, amènerait une nouvelle vision de la société qui dépasserait l'individualisme sur lequel se base la société libérale actuelle. La question du sens et de l'identité dans la notion de partage. Alors, est-ce que par là, il y a... je vais prendre plusieurs questions. Ici, voilà. Monsieur, ici, là, si vous voulez bien... Voilà, mademoiselle. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous aiderez l'équipe de la Cité. Voilà, à vous donner la parole. Je vous en prie. Alors, je voulais poser une question sur justement la mondialisation du partage. On a vu quand même que dans les transactions sur les rends alimentaires, 98% des transactions en gros étaient spéculatives. On ne veut pas entendre parler de taxes sur ce genre de spéculation. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même au niveau mondial, on devrait vraiment se reposer la question? Je vous demande l'avis des participants. La spéculation et la taxe, merci. Une troisième question de la salle. Oui, là-bas, je vois une personne qui me fait signe. Allez-y. Le partage comprend deux volets qui ont été évoqués par nos spécialistes. Et on pourrait résumer la question en disant qu'il a un effet centrifuge, qui est la division, en essayant qu'elle soit la plus juste possible. Mais on oublie souvent l'inverse, qui est au contraire ce qu'on appelle la contribution. Contribution qui est un très beau mot, ça en prend l'étymologie, et qui a été rappelé entre autres, et notre spécialiste des religions nous le dira certainement, par le Christ lors du partage du dernier repas, où après avoir évoqué le partage du pain
en différentes parties identiques, puisque nous sommes tous poussière d'étoiles, rappelez Hubert Hibbs, eh bien, ça, c'est l'identité, c'est nos droits. Alors, on peut reconnaître nos droits, on peut connaître ceux des autres, on peut même avoir de l'empathie, voire de la compassion, mais si on n'apporte pas sa contribution, eh bien, on ne sera rien, et le sang qui doit être répandu de chacun, c'est-à-dire le don de soi, ne passera pas dans l'espace public. Alors, la première question, à mon avis, qui se pose aujourd'hui, puisque le partage des biens ou du savoir, c'est le partage du pouvoir. Merci. Alors, Odon Vallée, je vous en prie. Alors, ça fait beaucoup de choses à la fois. Moi, j'aurais tendance à dire, pour reprendre la dernière question, qu'il y a effectivement un partage dans l'Évangile, c'est le partage du pain, mais on oublie la multiplication des pains. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais partager quelque chose qui n'augmente pas de taille, ce n'est pas très enthousiasmant, hein. Je crois qu'une société en croissance, où les pains se multiplient, ça permet un bien meilleur partage. Alors, c'est un vaste problème pour tout ce qui est notamment de l'aide humanitaire. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace? Si vous avez un radeau qui contient 2 personnes, mais si vous en mettez un 3e, le radeau coule, vaut mieux conserver le radeau pour 2 personnes et pas pour 3. Si vous avez, par exemple, un célèbre pastis, bon, un volume de pastis, 5 volumes d'eau, c'est bien, mais 50 volumes d'eau, ça ne va pas, ça n'a aucun goût. Ça montre les limites du partage dans une société qui n'est pas en croissance. Alors, je pense qu'il ne faut pas être idéaliste pour le partage. Moi, mes 2 philosophes préférés, c'est Bentham et William James. Bentham, c'est-à-dire l'utilitarisme, hein, il était fils de pasteur, et il disait en gros, la somme des bienfaits doit l'emporter sur la somme des méfaits. Il faut maximiser les bienfaits et minimiser les méfaits, notamment dans le domaine de l'action à l'égard d'autrui. Et puis William James, le pragmatisme américain, il disait « ce qui compte, c'est peut-être moins la théorie sous-jacente que le résultat pratique ». Alors c'est vrai que dans le partage, il y a des choses qui marchent. Et puis il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le dire. Et donc il faut s'inspirer de ces philosophies anglo-saxonnes. Je note d'ailleurs que dans l'humanitaire, il y a certains organismes anglo-saxons qui sont particulièrement efficaces en la matière, qui sont peu connus en France, où on a des visions parfois un petit peu plus idéalistes. Joël de René. Je reprends des mots des questions, le sens, l'identité et, merci, la contribution. Alors, je vais dire quelque chose finalement d'un peu grave. Le partage, pour donner du sens à ce que l'on fait, il faut le situer par rapport à la fin, par rapport à la mort, par rapport à la fin de sa vie. Qu'est-ce que partager vers la fin de sa vie? On le connaît, les donations partagent, etc. Mais c'est plus que ça. Je vais vous donner un exemple et raconter 2 toutes petites anecdotes d'une personne que j'ai beaucoup admirée, qui est morte à l'âge de 96 ans, qui s'appelait René Berger. René Berger est un Suisse, grand critique d'art, très connu. Il montait à cheval, il était sur Internet. Et j'allais très souvent le voir à Lausanne, on parlait de la vie, on parlait de la mort. Et un jour, à Lausanne, devant une table en formica noire, je lui posais la question, qu'est-ce que c'est, René, pour toi, la mort? Et il me dit, ben regarde, il prend un croissant, il met plein de petites miettes de pain sur cette table en formica, et il fait un rond dégagé, et il met une petite miette au milieu. Il dit, tu vois, Joël, ça, c'est moi. Bon. Et maintenant, regarde. Il s'enlève, je suis mort, et tous les gens qui sont autour, c'est les gens avec qui j'ai partagé, les gens avec qui j'ai donné, les gens que j'ai formés, les gens qui ont lu mes livres. Et il les mélange, et il dit, mais je suis là, parmi tous. Et il ajoute cette phrase qui ne m'a jamais quitté, Joël, plus tu donnes, plus tu restes. Pourquoi? Parce que plus on donne, plus on est léger face à la mort. Plus on donne son argent, ses honneurs, plus on arrive avec des bagages, au lieu de porter des gros bagages d'égoïsme, c'est moi, j'ai porté tout ça, j'ai gagné tout ça dans ma vie, j'ai la Légion d'honneur, je suis ceci, je suis cela. Plus on est léger face à la mort, plus on donne, plus on reste, et puis la mort est une cloison transparente qu'on passe avec facilité. Je ne peux pas ne pas relancer, même si on partage tous, en tout cas très nombreux dans cette salle, ce que vous venez de dire, par la question de monsieur, la première des 3 questions. Très bien. Mais dans une société où l'activité quotidienne, le travail dans l'entreprise, nous amène à avoir de vrais problèmes quant au sens de ce que nous faisons, quant à l'identité
qui est la nôtre, qu'on a perdu les repères sur ces points-là, comment arriver à rester assez serein pour partager, assez efficace pour créer de la richesse, de la croissance et partager. Alors, Il en est bien plus de la immatériel. croissance, il faut des valeurs. Il n'y a pas de doute que dans la société fluide, ou la société transversale, la société du partage, les valeurs essentielles, on l'a dit pour une d'entre elles, c'est l'altruisme. C'est aussi le respect de l'autre, le respect de la diversité, le respect de la responsabilité individuelle et collective, l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments et ses émotions, l'amour fraternel tel qu'on le découvre et tel qu'on l'apprend dans des sociétés initiatiques, et la spiritualité laïque, le fait que, comme le disait très bien Comte Sponville tout à l'heure, dans le débat précédent, vous l'avez entendu, la spiritualité a été trop longtemps rattachée au rite de la religion. Mais la spiritualité laïque, c'est une chose magnifique, de s'élever en esprit pour aller vers les autres. Et cette phrase de Teilhard de Chardin reste absolument magnifique. Et c'est aussi du partage. Tout ce qui monte converge. Jacques Attali, Thierry Doré. Oui. Pour ramener toujours à la question de monsieur. Il y a au fond deux tendances très fortes qui sont en train de s'opposer dans nos sociétés. Il y a la tendance à l'apologie de la liberté individuelle que nous faisons tous et que nos sociétés font de plus en plus. On le voit avec toutes les grandes manœuvres en faveur de la liberté. Le printemps arabe en est un exemple, mais il y en a partout à travers le monde. Et la liberté, c'est moi d'abord. Toutes nos sociétés sont... Tout le moteur de nos sociétés depuis des siècles, c'est d'écarter toutes les autres valeurs en profit de la liberté individuelle. Il n'y a plus de devoirs, il n'y a que des droits. Et cette société de liberté individuelle conduit, qui est le moteur de nos sociétés, qui d'ailleurs est aussi le moteur de l'innovation, parce que la liberté, c'est aussi la liberté de changer, c'est l'innovation, conduit au bout de la route, si nous allons jusqu'au bout de cette route, à une juxtaposition d'individus autistes, narcissiques, moi, maintenant, tout seul, tout de suite, tout. C'est ça auquel nous assistons. Et puis à côté de ça, en même temps, il y a une autre valeur qui est en train de surgir, c'est la valeur que j'ai appelée tout à l'heure l'altruisme intéressé, dont Joël vient de donner un excellent exemple. Monsieur Berger, il est intéressé à être altruiste puisque c'est la seule façon pour lui de penser à l'immortalité. L'altruisme est dans ce cas-là une façon intéressée de se donner un espoir d'immortalité. Et progressivement, je pense que cette grande bataille entre l'altruisme et la liberté individuelle, l'individualisme, disons, dont le point de passage, c'est l'altruisme intéressé, qui est une forme d'individualisme qui passe par l'altruisme comme une façon de réaliser son bonheur personnel, va progressivement l'emporter parce que nous sommes dans des sociétés où nous ne sommes pas dans une juxtaposition de narcissisme autiste, nous sommes de plus en plus dans des gens de plus en plus interdépendants, tant à l'échelle du groupe qu'à l'échelle du monde, où chacun sait bien que son bonheur dépend de l'autre. Et donc, la question qui se pose derrière tout ça, fondamentalement, hors du fait qu'il est évident qu'on a intérêt à ce partage, c'est l'organisation de ce partage. C'est l'organisation de ce partage du pouvoir. C'est quel type d'organisation sociale converge avec ça. Nous sommes clairement dans un monde où les institutions classiques des entreprises, des États sont en train d'être détruites, où les églises sont en train de voler en éclats, et où nous avons un grand danger de la disparition de l'État de droit. Comme il est vraisemblablement peu crédible qu'on arrive à créer un État de droit mondial comme on a créé la Suisse à partir du bas vers le haut, qui est le seul exemple d'un État créé du bas vers le haut, comme on a beaucoup de mal à créer cet État européen du bas vers le haut, qui est, si on n'y arrive pas, c'est la barbarie assurée à l'échelle de la planète, parce que si on n'arrive pas à créer un État fédéral européen, comment imaginer un État de droit à l'échelle de la planète? Il est donc très important dans cette très longue phase de transition où les générations présentes dans cette salle vont vivre. Nous vivons dans un no man's land où nous ne sommes plus dans un état de droit national classique avec des censures liées à des morales traditionnelles, et pas encore dans un état de droit planétaire, solidaire, altruiste et organisé. Et nous avons une sorte de no man's land où chacun doit à la fois survivre individuellement, mais mettre des limites à son narcissisme par l'éthique, par un comportement éthique qui lui permet de franchir l'espace entre les deux tranchées dans lesquelles nous sommes, et d'où l'importance particulière dans cette période dans laquelle nous sommes, qui va durer peut-être un siècle, de l'éthique individuelle comme moteur de l'altruisme, comme condition du basculement d'une société où l'ordre était assez simple,
à une société dans laquelle l'ordre ne pourra être que planétaire et dans laquelle se reconfigureront progressivement des états de droit nouveaux. Un siècle. Au moins, oui. Ouais. Thierry Doré, j'imagine que... Un siècle, c'est long. Et moi, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à vous parler dans un siècle. Malgré les efforts, malgré tout ce que je vais programmes de faire, santé, etc., la qualité de nos soins. Je reprends sur la question qui a été posée de ce côté-ci de la salle. Sur l'entreprise. À savoir, pas seulement sur l'entreprise, sur la spéculation. Bon. La spéculation, elle est le fruit de l'absence complète d'un ordre planétaire. Elle est rendue d'une commodité, d'une facilité, d'une aisance absolument incroyable, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ordre planétaire. L'ordre planétaire, aujourd'hui, il est dévolu à des instances dites supranationales. On peut d'ailleurs gommer quasiment le supra. Prenons l'ONU. Regardez les difficultés que rencontre l'ONU à prendre la moindre décision, y compris dans des domaines où elle est largement créancée. Peut-être suis-je en train de penser aux droits de l'homme en Syrie. Peut-être. On voit bien qu'il y a une incapacité, une paralysie de ces organismes. Et donc, la spéculation, qui n'est finalement que l'incarnation de la cupidité, autre grand sentiment qui honore l'humanité souffrante, la spéculation trouve à employer toute sa cupidité dans cette absence d'ordre mondial. Mais comment on fait pour passer, par exemple, à l'instauration de ce dont beaucoup pensent à cette idée de taxe, monsieur le suggérait, dès lors que tout doit se passer par consensus dans la relation entre les États à l'ONU, par exemple? On attend au minimum un siècle. Moi, j'ai entendu le chiffre. C'est minimum un siècle. Allez-y. Je voudrais juste compléter d'un mot, parce que je crois que dans ce siècle très difficile, les individus ont un rôle à jouer. C'est pour ça que, pour ma part, je consacre tellement de temps au développement d'une ONG, Planète Finance, pas par hasard qu'elle porte ce nom, parce que je crois qu'il y a, entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, il y a un intervalle dans lequel les ONG, comme les grandes entreprises, si elles sont bien gérées, vont jouer un rôle très important, parce que ce sont elles qui sont des structurations d'éthique mondiale. Et les ONG, Médecins sans frontières, par son nom même le dit, les ONG ont la vocation à créer ce pont entre les deux ordres passés et futurs. Je voudrais quand même revenir un peu sur, je dirais, la spéculation et le risque que nous avons de raisonner comme si tout le monde pensait comme nous, avec des sentiments vertueux. Il y a des parties entières de la planète où la spéculation... Non, pas du tout. Je ne suis pas toujours vertueux. Ah non, bien sûr. Non, mais il y a des parties entières de la planète où la spéculation est considérée comme normale, notamment dans les anciens pays communistes. Ce sont les plus spéculateurs. En Russie, en Chine, au Vietnam, par des traditions, je dirais, diverses, et aussi en réaction à l'économie dirigée, on considère comme normal de spéculer. Moi, j'ai eu l'expérience avec mes jeunes polytechniciens vietnamiens. J'en ai plusieurs qui sont devenus traders, alors qu'ils sont communistes. Et certains sont membres du parti communiste vietnamien. Mais pour eux, c'est normal. Il y en a même un il avait le choix entre BNP et Lehman Brothers. Au début 2008, il a choisi Lehman Brothers. Je lui avais dit de ne pas choisir ça. J'étais informé de la faillite de Lehman Brothers avant tout le monde. Mais pour eux, c'est normal. Il y a Et vous êtes dit ce jour-là, qu'ai-je fait en lui donnant une bourse? Alors, je me suis posé la question. Ensuite, il a évolué dans un sens, à mon avis, moins spéculateur dans sa carrière. Mais il y a des gens pour qui c'est normal. Il y a des gens, regardez les apparatchiks autrefois du Parti communiste qui sont maintenant des milliardaires. Regardez les anciens gardes rouges de Mao qui sont maintenant souvent des milliardaires eux aussi. Il y a des gens qui vivent avec l'idée que rien n'est pire que l'égalité, rien n'est pire que la régulation de l'économie, tellement ils en ont souffert. Et ça, on l'oublie constamment. Malheureusement, ça existe sur la planète. D'où les affrontements que nous prédit Jacques Attali, puisqu'il va y avoir l'affrontement de ces différents systèmes de valeurs. Une question en plus des systèmes de valeurs qui est sous-jacente, me semble-t-il, à notre discussion, elle a été posée aussi, c'est le pouvoir. Et par quoi remplacer le pouvoir? Comment changer les sphères de pouvoir?
Or, évidemment, pour une personne de pouvoir en haut de sa pyramide décisionnelle, un homme ou une femme, le changement de pouvoir, le privé du pouvoir, est une question existentielle. Son sens de la vie, c'est le pouvoir. Donc, le remplacer par une autre forme de pouvoir, c'est une question fondamentalement existentielle. Or, il existe aujourd'hui des réponses. Il existe des réponses au pouvoir collaboratif. Je veux pour preuve la discussion que j'ai essayé d'avoir notamment dans ce livre entre Foucault, Chomsky, avec référence à Machiavel et à Joe Nye. Joe Nye est un professeur de Harvard qui a inventé la notion de soft power, le pouvoir doux, le pouvoir en réseau. Ça ne suffit pas. Le pouvoir doux doit être couplé par un pouvoir aussi directif qui compense et se complète. Pour Machiavel, le pouvoir, c'est le pouvoir dur, c'est vraiment le hard power. Fais une guerre, n'importe quelle guerre, pour avoir du pouvoir. Et Foucault se situe un peu entre les deux, dans le groupe, le pouvoir du groupe. Donc, je pense que le pouvoir collaboratif, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux collaboratifs, l'intelligence collaborative, l'intelligence collective, montre qu'on peut exercer du pouvoir pour réussir des choses, pour accomplir des actions, en respectant les idées de l'autre, en respectant le charisme ou la capacité de communication de quelqu'un à un moment donné, pour faire en sorte que tout le groupe puisse suivre et donner du pouvoir à son action. Mais vous voyez, Joël, Jacques et les autres, comment nous avons nous-mêmes, dans notre société, qui par exemple cherche à faire évoluer le statut de l'élu, chez ceux-mêmes qui étaient les promoteurs pendant la campagne de l'idée du non-cumul, les difficultés qu'on a à le faire appliquer. C'est ce que je disais, c'est une question existentielle fondamentale. C'est le sens de leur vie. Si on les prive du pouvoir, ils sont quoi? Les rapports de force qu'on va vivre pendant le siècle dont vous parlez peuvent aussi faire tout basculer vers davantage une période plus noire pour l'humanité avant d'arriver à cette société. Oui, c'est un petit peu ce qu'on a appelé le Moyen-Âge, qui n'était pas une période sombre, parce qu'il y a eu des choses fantastiques qui ont été créées dans cette période. Mais c'est une période très dangereuse. Moi, je dois dire que dans l'état actuel de mes réflexions, je ne jetterai pas la démocratie représentative avec le du bain. Je crois que parce que toutes ces histoires pardon Joël, mais toutes ces histoires de coopération, de réseau, tout ça, Hitler s'en serait très bien servi. De la même façon. Comme il a dit d'ailleurs lui-même, sans la radio et le haut-parleur, j'aurais jamais pris le pouvoir. Donc les technologies sont neutres à l'égard de ce que les hommes peuvent en faire pour le bien et pour le mal. Et la démocratie représentative, qui à mon avis doit se structurer à une échelle plus grande, comme on est en train d'essayer de le faire en construisant l'Europe fédérale, si on échoue, l'humanité est condamnée à la barbarie. Parce que si l'Europe n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Mais je crois que la démocratie représentative, à condition qu'évidemment, qu'elle ne soit pas corrompue, que les élites soient... acceptent de passer de pouvoir, que ce soit transparent, contrôlé, qu'il n'y ait pas 7 niveaux de collectivité locale comme en France, enfin, toute une série de choses qu'on connaît, à condition d'avancer dans une démocratie simplifiée. Je crois que rien aujourd'hui ne peut remplacer la démocratie représentative, tout simplement parce qu'elle a l'avantage de donner du temps. Il n'y a pas de politique qui puisse être menée sans donner du temps, et en particulier le temps d'être provisoirement impopulaire. Le grand danger des réseaux sociaux. Vous êtes sûr de ça? Vous voyez les difficultés de votre ami François H en ce moment, oui, à qui on ne donne pas le temps? Il arrive qu'on soit aussi impopulaire sans avoir fait les réformes qu'on devrait faire. Enfin bon, c'est autre chose. Je crois que le grand danger des réseaux sociaux, dans leur informalité, c'est que ça rentre dans la logique du marché, c'est-à-dire de la décision immédiate. On dépend du cours de bourse, on dépend du sondage. Et donc, on est dans un mouvement d'une informalité extrême qui est extraordinairement dangereux. La démocratie représentative, en particulier quand elle donne, comme c'est le cas pour les élections locales, du temps, parce qu'un Premier ministre peut être envoyé tous les matins, un maire ne peut pas. Ça lui donne du temps. Il est très important de combiner le temps et la responsabilité. C'est-à-dire le temps, il faut qu'il en ait, mais il ne faut pas qu'il y en ait à l'infini comme pour un dictateur. Donc moi, je crois que la démocratie représentative est l'horizon indépassable de la démocratie, pour l'instant, tant qu'on n'a pas inventé mieux, et je ne crois pas du tout que les réseaux collaboratifs, les nouvelles technologies, soient un substitut à la démocratie représentative. Thierry Doré. Thierry Doré, Odon Vallée. Thierry Doré. Un mot. Pardon. Ça n'est pas un substitut, c'est un complément. C'est pas pareil. Simplement, j'ai l'intime conviction que si on avait laissé les réseaux sociaux à travers une gigantesque toile qu'on appelle le web se prononcer, la Terre serait encore plate. Je serais très très inquiet pour Galilée s'il avait dû affronter aujourd'hui les réseaux sociaux, qui sont quand même un des endroits les plus achevés du conformisme, de la bien-pensance, du politiquement correct, de ne dérangeons personne. Oui, mais c'est là aussi que peut émerger quelque chose de nouveau.
une idée différente, même si elle est écrasée parfois. Mais si elle est écrasée, elle n'émerge plus. Oui. En bonne grammaire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, elle n'est pas toujours écrasée, mais la puissance d'écrasement me absolument. paraît démultipliée par les réseaux. On souffre tous du politiquement correct. Une anecdote sur le politiquement correct. Vous savez qu'en ce moment, il y a des élections aux États-Unis. Début novembre, le peuple américain, qui est un grand peuple, va voter pour élire son président. Il y a 2 candidats. Un des 2 candidats est mormon, et ce candidat mormon a fait son, je ne sais pas si on dit stage ou son périple de formation en France, sa mission, merci, a fait sa mission en France, à Paris, à Rouen et à Bordeaux. Bien. À l'occasion, le malheureux s'est trouvé frotté d'un idiome qu'on appelle la langue française. Savez-vous ce que fait l'équipe de campagne de Barack Obama? L'équipe de campagne de Barack Obama s'ingénie à filmer Mitt Romney parlant français pour le discréditer aux yeux des Américains, dans le cadre de la campagne électorale. C'est vrai que ce n'est pas très populaire. Donc, tout cet angélisme par rapport au pouvoir, par rapport au fait qu'il faut le partager, qu'il sera exercé gentiment, que si on empile des strates, etc., pour une fois, et je lui demande de ne pas m'en tenir rigueur, je suis d'accord avec Jacques Attali, la démocratie représentative est la forme la plus achevée qui nous permette d'avancer. Il y a peut-être mieux, mais on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui. Si nous n'avons pas une démocratie représentative, pas de temps, pas de moyens, pas d'autorité, pas de légitimité, autrement dit, rien. Bon, donc il n'y a pas de salut hors de ça. On a partagé quelque chose, là. Ouais. Déjà, Alors, jusque-là, on est à peu voudrais- près d'accord. En moins 2. Odon Vallée. Une petite note d'optimisme quand même sur le partage de la connaissance en France. Vient d'arriver au lycée Louis-le-Grand, l'un des meilleurs lycées de France, le jeune fidèle qui vient du Bénin. Ses parents gagnent 60 € par mois. Ils sont pauvres pêcheurs sans accent circonflexe. Enfin, plutôt aussi avec accent circonflexe. Peut-être. Ben, ils sont très croyants. Il va vous apprendre à pêcher, Jacques. Mais ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ne sont jamais allés à l'école. Comment un jeune comme ça peut être un des meilleurs élèves d'un des meilleurs lycées de France alors que ses parents n'ont jamais été à l'école? Je crois que ça montre que notre école républicaine, publique, laïque et gratuite, c'est un bon moyen de partage des connaissances. On a 10 minutes, ça vaut bien encore 3 questions de la salle, courtes si vous voulez bien. Alors je me tourne de ce côté-là, oui, là. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît pour qu'une hôtesse vous fasse parvenir un micro. Ou, je sais pas qui, oui là-bas, là-haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà, mais levez-vous là, si vous voulez bien, sinon on ne vous passe pas le micro. Et... Bon, mademoiselle, allons-y. En fait, j'ai une question très courte. Allons-y. Pour moi, le partage est assimilé au don. Et je constate que finalement, on partage beaucoup de choses, des idées, beaucoup de choses, mais qu'on ne donne pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui meurent de faim, beaucoup de gens qui meurent de soif. Donc, qu'en dites-vous ? Ça nous ramène au... attendez, non, trois questions, ce sera les dernières de ce débat. Là-bas. Restez debout si vous voulez bien. Pardon, je suis assez directif sur ce point, mais l'équipe comme ça vous voit, et ça va plus vite, et on vous laisse la parole. Je vous en prie, madame. Voilà, je voulais juste faire un rapprochement entre la notion de flux surfé énergie et la notion de partage altruiste ou non. Alors, M. Attali a dit que le partage ne pouvait pas être totalement désintéressé parce qu'on en tire un énorme bonheur quand on partage. Et ça, c'est vrai, beaucoup de gens l'éprouvent, tous ceux qui travaillent dans des associations, par exemple. Et alors, ma question, c'est de savoir comment se fait-il que la société française soit une des sociétés classées comme déprimée, avec une consommation d'anxiolytiques terrible. Alors, je me demande... Avec autant de donateurs dans les ONG, en plus. Je me demande comment on pourrait exciter ce flux, ce surfing sur... le bonheur, le partage, le bonheur de partager, le bonheur de communiquer, d'informer. Comment est-ce que la société française pourrait retrouver un peu de bonheur et de confiance en elle? Merci. Monsieur, ici. Voilà. Et ce sera la dernière question. Allez-y. Allez-y, ça fonctionne.
Dominique Chauvin, prospectiviste. On a parlé d'efficacité énergétique et tout le monde maintenant est conscient que c'est une chose importante, mais sur le partage, il faut aussi que ce partage soit efficace. Et il y a une sorte d'efficacité du partage à organiser, parce que sinon ça peut être une vraie gabegie. Et le partage est aussi quelque chose de culturel. Il faut de la connivence pour que ce partage puisse être, comme on l'a dit, récupéré, accepté, pour pouvoir développer cette efficacité. Et je vais prendre... il y a le risque du copie-coller qui ne se fait pas bien en général. Le partage, pour être efficace, il faut qu'il soit repris, adapté, et il y a un certain travail pour qu'il soit... À quoi pensez-vous? Je vais prendre un exemple. Vous avez parlé des ronds-points. Les ronds-points est une idée anglaise qui marche toute seule, sans stop, parce qu'il y a priorité à droite et les gens roulent à gauche et tournent à gauche. On a repris cette idée en France, elle ne marche pas, parce qu'on a priorité à droite et qu'on roule à droite. Par conséquent, il faut mettre un stop. Voilà une adaptation d'une idée partagée qui fait que toute idée doit être reprise pour être efficace. Vu l'argent public qui a été mis dans tous les ronds-points que chaque commune a aujourd'hui en France, je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple qui... Mais bon, je comprends ce que vous voulez dire, je pense que nos amis aussi. Alors, Odon-Vallée, on ne donne pas assez, on est déprimé, on n'est pas efficace. Bon, un tout petit mot sur la faim dans le monde. Il y a une révolution qui est en train de se produire, notamment en Afrique. Mes internes en médecine, qui sont nombreux, au Vietnam comme au Bénin, me disent que dans leurs pays respectifs, et surtout au Bénin, dans des pays très pauvres, le problème numéro 1, ce n'est plus la malnutrition, ce n'est plus la famine, c'est la malbouffe avec son cortège d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension et d'accidents vasculaires cérébraux. Même là-bas? Même là-bas et surtout là-bas, et c'est en train, tenez-vous bien, de devenir la première cause de mortalité dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Pour quelle raison, quand on a quand même de parce quoi manger, puisque c'est pas il y a la la famille. malbouffe, parce qu'ils mangent beaucoup trop salé, parce que maintenant qu'ils ont un peu d'argent, ils considèrent qu'un homme maigre, c'est un homme misérable qui a raté sa vie, parce qu'il y a la sédentarité qui joue un rôle épouvantable, ils font de moins en moins d'exercice physique, et parce qu'on soigne en plus très mal ces maladies. C'est un changement radical. L'obésité, hypertension, diabète de type 2, AVC. Alors attendez, parce que la question de madame, du coup, elle est encore plus pertinente. On ne donnerait pas assez, peut-être qu'on n'a plus besoin de donner de la même façon. Comment la question du don et du partage se pose avec ce que vous venez de nous dire? Une éducation à la nutrition qui est quelque chose d'une extraordinaire complexité psychologique et physiologique. Moi, j'ai des jeunes étudiants en médecine qui sont maintenant médecins qui commencent à le faire. C'est extraordinairement complexe. Comment éviter que quelqu'un puisse prendre 15 kilos en 3 mois? C'est loin d'être évident. Ça suppose des gens très bien formés et ça suppose que les médecins africains restent en Afrique et ne viennent pas en Europe, alors que plus de la moitié d'entre eux exercent en dehors de leur pays. Joël. Question de madame, comment donner aux gens l'envie de partager? Comment les motiver pour partager? Je donne un exemple, je vais être tout en 1 minute maintenant. C'est qu'à Universcience, qui regroupe la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, on utilise 4 mots fondamentaux. Comprendre, vouloir, aimer, construire. Comprendre le monde complexe dans lequel on est, ça c'est la vulgarisation, c'est l'expérimentation. Vouloir ce monde, parce que si on ne le veut pas, on le subit. Vouloir l'avenir. Si possible, aimer l'avenir. C'est ce qu'on essaye de faire avec Lodi Agnoret et toutes les équipes de la Cité des Sciences, d'Universcience, faire aimer cet avenir qui vient. Et enfin, le construire ensemble de manière solidaire. Et j'ajouterai pour terminer, c'est qu'à l'exercice solitaire du pouvoir électif, préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective. Un mot, parce que ce sera votre conclusion à chacun d'entre vous. Les 3 remarques qui ont été faites, je les ai synthétisées un peu vite, mais c'était on ne donne pas assez, disait madame. Madame dit on est déprimé et on devrait retrouver le goût peut-être. Et monsieur dit on n'est pas toujours efficace dans le don, il faut peut-être, ou dans le partage, être plus efficace. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, pour ce qui est de donner,
normalement, vous allez pouvoir donner aux impôts. Pour ce qui est d'être efficace, je suis convaincu que le génie français saura une fois encore adapter telle ou telle découverte aux besoins spécifiques du marché français. Il suffit de se renseigner sur les procédures d'appel d'offres des ronds-points qui ont fleuri en France pour avoir une vague idée de l'intérêt économique de la chose. Ensuite, puisque c'est ma conclusion, la conclusion, c'est sur le partage. Il y a l'envers du partage. L'envers du partage, c'est l'égoïsme. Alors, je laisserai la conclusion, typiquement humaine, à un écrivain pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui est Jean-Denis Bredin. Et Jean-Denis Bredin, qui était interrogé un jour sur ce sujet de l'égoïsme, a répondu « Égoïste, moi, comme tout le monde, trop ou pas assez ». Odon. Oui, alors, une petite remarque sur dépression économique et dépression psychologique, car je pense que le partage pourrait avoir des effets positifs sur les deux. J'ai plusieurs amis qui sont psychologues au bureau d'aide psychologique universitaire et qui me font remarquer qu'il y a une recrudescence en ce moment de dépression et de problèmes psychologiques chez des étudiants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On me citait le cas d'un étudiant qui a en tout et pour tout 8 € par jour pour vivre, pour s'habiller et pour se nourrir. Il ne peut même pas aller au Resto U parce que le Resto U à 3 €, c'est trop cher. Donc il se nourrit de pâtes et de riz et du coup il devient effectivement obèse. Je pense qu'en période de dépression économique, comme on l'a vu en 1929, la dépression psychologique malheureusement tend à s'étendre. Ça ne fait que rendre plus urgent encore les partages, mais les partages intelligents. Je vais vous dire un mot et je laisse la conclusion à Jacques. Juste un mot, je pense que pour partager, il faut des rapports de flux, pas des rapports de force. Et les rapports de flux, on peut les réguler l'un par rapport à l'autre si on a de l'information. L'information sur ceux avec qui on échange, sur ceux avec qui on travaille. Et l'information, c'est une base. Mais trop d'informations, comme on l'a dit tout à l'heure, peut conduire à perdre le sens de la vie. Et c'est pourquoi je pense que dans ces rapports de flux, il ne faut pas seulement de l'information, il faut aussi et surtout plus de sagesse. La seule chose qu'on n'a pas envie de partager, c'est sa déprime. Pour reprendre la formule de madame. Donc comment faire pour qu'on sorte sans déprime, pas uniquement d'ici? Chacun a sa réponse. D'abord, je voudrais juste faire remarquer qu'on a essayé de vivre ici un problème de partage. Très net depuis le début. Mais ça fait partie du jeu. On a essayé de mettre du flux dans tout ça. Non, c'est le partage du temps de parole. Eh oui. Et sans vous, on ne serait pas arrivé. Ce qui est une excellente exemple, une métaphore du fait que sans état de droit, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ce qui est possible ou pas, c'est le chaos. On aurait tous parlé ensemble, on aurait tous dit moi je, et ça aurait été peut-être plus ridicule que ça n'a été. Mais enfin, en tout cas, ça l'aurait été. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'état de droit est fondamental. Le don donne du sens. Moi, j'ai eu le privilège d'être associé, plus qu'associé à la création d'Action contre la faim, et aujourd'hui, je peux vous dire que ça reste, la faim dans le monde reste vraie. Il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim, il y a 1 million de personnes qui meurent de faim et des enfants tous les jours, donc ce n'est pas un problème qui a disparu. C'est vrai que l'obésité devient aujourd'hui un problème majeur, et là, je voudrais juste donner un petit exemple concret, parce que ça montre que nous avons tous la possibilité de faire quelque chose de simple et de concret dans notre vie quotidienne pour aider à ça. En Afrique aujourd'hui, on est en train de redécouvrir qu'il y a des céréales africaines qui sont extraordinairement efficaces quand elles sont utilisées par les Africains à la place des céréales d'importation, qui règlent beaucoup mieux le problème de faim et le problème d'obésité, et en particulier qu'il y a des céréales africaines, j'en cite une en particulier qui s'appelle le funio, qui ont des propriétés antidiabétiques exceptionnelles. Et nous sommes en train aujourd'hui, dans le cadre de Planète Finance, d'essayer des programmes expérimentaux de donner les moyens des agriculteurs de... C'est beaucoup plus important et beaucoup plus utile, je crois, que simplement de faire ce geste très
solidaire qui consiste à donner à une organisation qui va régler les problèmes d'urgence. Mais intéresser des gens à participer à un problème, d'aller au fin fond du Burkina Faso, comme nous le faisons en ce moment, pour refaire vitaliser la culture du fugno dont personne n'a entendu parler, c'est très difficile à imaginer. Et pourtant, je crois que chacun d'entre nous, nous devons nous accrocher à des choses modestes, efficaces, simples, concrètes, qui donnent du sens à notre vie, parce qu'elles changent véritablement les choses. Alors pour donner, pour partager, je crois qu'il faut d'abord travailler sur soi, et puis chercher aussi à imaginer que ça peut donner du plaisir. En début de cette cité, dans le premier débat, d'emblée, il y a unanimité sur l'idée que partager, c'était déjà se mettre d'accord, ou tomber d'accord, ou essayer de faire partager le projet en commun. Le projet ici, de parler de ça et de répondre à la question, là-dessus, il y avait unanimité. Je voudrais aussi remercier la salle d'avoir été aussi proche de vous et aussi attentive. Merci à tous, merci à nos invités et à cette cité. Et à l'année prochaine.